Donc, ça l'enregistre. Eh ben, c'est parti. Ben, c'est parti. Donc, je fais un petit... ça. Bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Mathieu Beaulieu. Bienvenue au podcast de la DevZone propulsé par le DigiHub, dans lequel on se trouve aujourd'hui, le studio de podcast situé directement au DigiHub à Shawinigan. Le DigiHub, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème pour le développement numérique. Je vous fais un petit pitch de vente rapide. Créé en 2014, le DigiHub est un organisme à but non lucratif. Il fournit un espace de formation, de travail et de démarrage pour les entrepreneurs. Conçu pour favoriser l'action et la concertation, il offre tout l'écosystème nécessaire afin de mener à leur réalisation les diverses idées d'affaires liées au développement numérique. Basé au cœur de Shawinigan, le DigiHub participe au tournant de l'économie du numérique au Québec. Il est devenu un incontournable dans le domaine par sa localisation entre Montréal et Québec, mais aussi pour l'ensemble des acteurs qui y gravitent. Donc voilà, la DevZone, c'est un des multiples projets du DigiHub. C'est un projet, dans le fond, qui vise à créer une communauté de développeurs à Shawinigan, des amateurs, des gens qui commencent jusqu'aux développeurs 3A, aux fondateurs de studios, comme on va voir aujourd'hui avec Emmanuel. Donc voilà, fait que c'est dans le cadre de la DevZone, dans le fond, qu'on fait ce podcast-là. Puis là, on va tout de suite commencer maintenant que mon pitch est fait. Je fais une petite introduction d'Emmanuel. Donc, Emmanuel, fondateur de Vagabond Interactive, créateur de Vectrix, Vectrix Worlds et Perspective. Il est aussi consultant pour Freedom Games, producer et game director sur One Lonely Outpost qui sort dans quelques semaines. Très bientôt, effectivement, le 26 juin. S'il vous plaît, n'hésitez pas à ajouter le jeu à votre wishlist. Si vous êtes fan de Farm Simulation Games, c'est Stardew Valley in Space, je pense qu'on en parlera plus tard. Mais ça sort en Early Access le 26 juin, wishlisté. Si vous aimez ce genre de jeu, n'hésitez pas à aller l'acheter. Jouez, donnez-nous du feedback. On est tous très hype. C'était un projet extrêmement difficile dont on parlera plus tard. Mais voilà, merci pour l'introduction, camarade. Ben écoute, génial. Aujourd'hui, on boit un petit thé. Tranquille, c'est plaisant. Un petit Ganjo Milk. Je sais pas si je le prononce correctement. Je ne m'y risquerai pas. Et en plus, je l'ai déjà terminé. Je pense qu'on aurait dû en faire plus. Il y en a d'autres, on peut s'en servir. C'est multiple serve. C'est comme ça que ça fonctionne le thé. Apparemment, j'ai lu ça sur Internet, fait que c'est sûr que c'est vrai. Ah, fantastique, je suis un homme heureux. Oui, il y en a. Plus il va être plus concentré, ça va être délicieux. Belle couleur. Yes. Donc, Manu, on s'est rencontrés ici au DigiHub. Tout à fait. Dans le cadre justement du projet de la DevZone. Tu es venu t'installer là pas super longtemps, 1 mois. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. 1 mois et 7 jours. Très exactement. Quand même. Puis qu'est-ce qui t'amène ici exactement? Alors, plusieurs choses. En fait, donc, ça fait 12 ans que je suis au Canada. Et avant de venir à Shawinigan, j'ai fait 10 ans au Québec. Puis après, je suis parti vivre à Victoria, en British Columbia. Et mon studio s'appelle Vagabond. Je suis quand même un petit peu un nomade. J'ai tendance à bouger régulièrement. Et jusqu'à présent, le QG de mon studio était toujours chez moi. En fait. Voilà, soit chez moi, soit à un moment chez une amie au Québec, parce que je peux pas à chaque fois que je déménage trimballer mon QG avec moi, changer toutes les adresses, tout ça. Et là le studio commence à tourner correctement en fait, ça commence à avoir quand même du business, et il me fallait une adresse professionnelle, stable, où on pouvait me faire suivre mon courrier, où je pouvais rencontrer d'autres personnes, d'autres opportunités, pourquoi pas apporter aussi quelque chose à l'espace dans lequel je m'implante. Et après avoir recherché un petit peu où est-ce que je pouvais vraiment m'installer officiellement au Québec pour Vagabond, j'ai regardé un peu à Montréal. Il y avait le Indie Asylum, bien sûr, dont je connais quelques personnes là-bas. Il y avait le Gameplay Space qui, malheureusement, je pense, est fermé dorénavant. Il y avait aussi des espaces comme WeWork, tu sais, ce genre d'espace collaboratif. Et puis, il y avait le DigiHub, parce que j'avais eu la chance de rencontrer ce cher Philippe Nadeau à Roberval en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Qui m'en avait déjà parlé, donc il y a 4 ans de ça déjà, il m'avait parlé du DigiHub, et puis j'avais dit ok, pourquoi pas, peut-être qu'un jour je viendrai voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, dans le cadre de la caravane, qui est organisée par la Guilde des développeurs du jeu vidéo du Québec, la caravane en fait avait lieu à Shawinigan, et on a découvert le DigiHub, et j'ai trouvé les installations quand même assez intéressantes. Vraiment, j'ai été agréablement surpris par le travail qui est fait ici.
J'étais impressionné. Et donc, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et puis, entre guillemets, le clou de cette histoire, c'est que donc, je vivais à Victoria. Je cherchais un endroit où mettre mon studio. Et un très bon ami à moi, qui d'ailleurs maintenant partage mon bureau temporairement, Guillaume Girard, lui est de la région. C'est un enfant du pays et il vivait à Victoria, c'était mon ami là-bas, c'est toujours mon ami d'ailleurs. Et il a décidé de revenir s'installer à Shawinigan au Québec. Et il m'a montré un petit peu, le coût de la vie qui est 3 fois moindre qu'à Victoria, oui. et puis ce qu'il y a à faire autour, etc. Puis moi, je connaissais le DigiHub et j'étais là, écoute, ça me tente de venir faire un tour à Shawinigan. Donc j'ai j'ai envoyé un email à Philippe Nadeau. On en a parlé un petit peu et il m'a dit, non, viens, écoute, ça va nous faire plaisir, on va te trouver un espace, tout ça. Et donc voilà comment j'ai décidé du jour au lendemain de quitter Victoria pour venir à Shawinigan, implanter mon studio, y vivre, en tout cas temporairement, parce que voilà, vu que je me déplace exactement, Vagabond, vu que je me déplace régulièrement, je sais pas combien de temps je vais y rester. Mais en tout cas, pour l'instant, j'y suis et je suis très heureux d'être parmi vous. C'est vraiment un bel espace. Vous faites vraiment du travail exceptionnel. Il y a en matière de synergie avec les autres compagnies, en matière de partage de connaissances, en matière de développement de l'industrie créative ici. Moi, je suis vraiment impressionné. Donc voilà, donc quelque part, merci de m'avoir accueilli. Ben écoute, c'est un plaisir. C'est un immense plaisir en vrai de t'avoir parmi nous. Puis je veux dire, c'est une chance aussi inouïe d'avoir un développeur avec ta cravate ici à Shawinigan. Fait que merci à toi d'être venu t'établir au DigiHub. C'est vraiment génial. Ça fait plaisir. Donc là, on voit un petit peu là, comment tu es venu t'installer ici au DigiHub. Avant qu'on aille plus loin dans tes projets et tout ça, j'aimerais ça qu'on aille vers quelque chose de petit peu plus personnel. D'où ça vient ton besoin de créer des jeux? Comment ça a commencé cette histoire-là avec les jeux vidéo? C'est quoi le premier jeu qui t'a vraiment fait vibrer, qui t'a marqué? Alors, le premier jeu qui vraiment, qui m'a fait me rendre compte à quel point le jeu vidéo était fantastique, c'était Link's Awakening sur la Game Boy originale, quoi, tu sais, genre, voilà, noir et blanc, 4 couleurs. Mes parents avaient acheté la Game Boy pour ma sœur. Et quand elle daignait me la prêter, je jouais à Zelda. Et vraiment, ce jeu-là m'a marqué. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, Zelda, ça reste ma Madeleine de Proust. C'est à chaque fois qu'il y a un Zelda qui sort. Alors, c'est pas assez souvent à mon goût parce que la vie est courte et qu'il en reste peut-être, je sais pas, ça sort tous les 6 ans. Peut-être qu'il me reste, je sais pas, 5, 6 Zelda, 7 Zelda peut-être à jouer maximum. Quand même. Oui, mais ça fait pas beaucoup. Genre. Non, c'est ça, il en reste plus beaucoup. Faut que tu calcules tes trucs. C'est ça, exactement. Donc, à chaque fois qu'il y a un Zelda qui sort, moi, ça marche. La nostalgie marche à fond. Ça me remet dans ce petit Manu qui avait 6 ans et qui découvrait ce monde-là, le monde de Hyrule. Bon, c'était pas Hyrule dans Link's Awakening, mais sur Game Boy. Et c'est un jeu que j'ai refait plusieurs fois, qui m'a suivi à peu près toute ma vie. Quand j'ai appris qu'ils faisaient le remake il y a de ça quelques années, j'étais fou. J'étais là, c'est incroyable. Surtout que maintenant, j'étais dans l'industrie. En plus. Voilà, la boucle était bouclée, tu sais. C'est vrai. Donc, c'est ça. Ça, c'est vraiment le jeu qui m'a fait me rendre compte que les jeux vidéo, c'était fou. Et puis après, bien sûr, il y en a eu plein d'autres. Une des autres séries que j'affectionne tout particulièrement, où j'ai mis bien trop d'heures. J'aurais pu être pilote de chasse à la place de jouer autant à ce jeu, mais Civilisation, voilà, ça c'est le deuxième jeu que je citerai dans ma bibliothèque. Pour moi, Civilisation, c'est une des meilleures expériences que j'ai eues vidéoludiques, et entre guillemets, qu'importe le jeu. J'ai commencé sur Civilisation 2, Test of Time, mais tous ceux qui sont sortis, je les ai appréciés. Et puis le troisième, alors j'y ai moins joué, mais c'est juste pour à quel point ce jeu est unique et incroyable, ce serait Minecraft. Parce que, tu sais, rendu là, si demain je suis perdu sur une île déserte tout seul avec un jeu, ce serait probablement Minecraft. Même si, Zelda, Civilization, c'est juste que Minecraft, il y a tellement de possibilités, c'est tellement incroyable, tellement de rejouabilité, tellement d'histoire que tu te crées toi-même, tu vois, que je pense que c'est irremplaçable pour ça. Donc voilà, je te donne un top 3 au lieu de t'en donner qu'un seul. Non, mais c'est merveilleux, j'adore ça, en vrai, c'est excellent. Donc là, petit Manu découvre Zelda, puis Civilisation. Tu t'apprends, dans le fond, tu fais tes armes un petit peu au niveau de la compréhension de jeux vidéo à travers tes expériences avec ces jeux-là. Puis là,
qu'est-ce qui arrive ensuite? C'est quoi les étapes? Est-ce que tu es allé à l'école en jeux vidéo? Ok, alors absolument pas. Donc oui, voilà, Zelda. Après, c'est sûr qu'il y a énormément de jeux qui font... j'imagine. Ouais, oui, c'est ça. Street T'as Fighter, pas joué à juste 3 jeux. Exactement, exactement. Dans ma jeunesse. En plus, c'était la belle époque de la Super Nintendo. Après, il y a la 64. Enfin... C'était vraiment le GoldenEye avec les amis, tu sais, sur un couch co-op, là, à s'insulter copieusement, avec les mines de proximité. Enfin, voilà, c'était l'époque. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là où j'habitais à l'époque, c'était comme genre bouché. À mon époque, il n'y avait pas vraiment de formation de jeux vidéo, et surtout pas là où j'habitais. Okay. J'habitais à ce moment-là sur la Côte d'Azur, à Antibes. Et en tout cas, il n'y avait pas d'école à ma connaissance. Okay. Et puis, ça m'a comme jamais frappé que c'était quelque chose que je pouvais faire. Tu vois ce que je veux dire? C'était tellement irréel, tellement loin, je ne sais même pas comment on faisait un jeu vidéo, je n'en avais vraiment aucune idée. Et donc, pour moi, ce n'était pas un plan de carrière. Donc, j'ai étudié, j'ai eu mon bac en France, j'ai fait une maîtrise en communication internationale et publicité. Okay. Et puis, en sortant de ma maîtrise, j'ai découvert le monde du travail. Alors, j'avais déjà fait plein de petits boulots. J'ai fait livreur de pizza, réception dans un hôtel. Enfin, j'ai vraiment fait plein de trucs dans ma jeunesse pour me payer ce que j'aimais comme produit, c'est-à-dire des motos. Gros motard. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai découvert un petit peu ce que c'était que travailler dans la publicité. Et j'ai pas super aimé ça, en fait. Okay. J'ai créé une compagnie avec un ami qui s'appelle Mathieu, tiens, justement, qui est toujours un de mes meilleurs amis. Et j'ai créé une compagnie de publicité, et puis à l'époque, c'était un petit peu le temps de on met des publicités sur les écrans quand t'es au gym ou quand t'es au coiffeur, etc. Et puis on te montre des trucs. C'était vraiment un peu la craze de ça. Donc on a créé une compagnie comme ça, et puis on a vivoté un peu là-dessus. C'était pas fantastique, et honnêtement, j'en avais marre d'être dans la publicité parce que... Et puis, il y a plein de choses aussi formidables dans la publicité. Attention, la plupart du temps, j'essaie d'avoir des opinions nuancées quand même. Donc oui, il y a plein de choses bien. Mais il y a aussi un côté que je détestais qui était de, entre guillemets, essayer de vendre des produits à des gens dont ils n'ont pas besoin et qui, la plupart du temps, en plus, sont pas spécialement bons pour la planète. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'avais du mal un petit peu avec ça. Et puis, j'avais aussi... J'étais pas confiant de la direction que prenait mon pays, la France, en matière politique, socio-économique à l'époque. Donc je cherchais quelque chose de nouveau. Et puis j'ai des amis avec qui j'ai fait mes études. On a fini notre maîtrise aux États-Unis avec ces gens-là. Et eux, ils étaient à Montréal, en fait. Et donc je les poke comme ça un jour sur Facebook et je leur dis ouais, je pense que je vais quitter la France, je vais aller en Australie, tout ça. Ils me disaient l'Australie, mais pourquoi tu viens pas au Canada? Et moi, je suis un grand frileux, quoi. Donc j'étais là, non mais les gars, il fait trop froid, c'est mort. Ils disent mais non, t'inquiète, tu vas voir l'été, c'est génial. Puis l'hiver, en vrai, pense pas à l'hiver, c'est ça. Ils me disent en gros, viens pour l'été. Et puis l'hiver, tu pars en Australie, tu vois. Je fais c'est vrai que c'est un bon plan. Ok, bah let's go, vas-y, on va à Montréal. Ça a jamais été dans mes plans. Wow. Jamais. Okay. Et puis résultat, tu vois, 12 ans après, je suis toujours là. Donc comme quoi, et je suis jamais allé en Australie. Donc, le changement de plan. Complètement. Et donc juste avant de partir à Montréal, donc je fais mes valises, tout ça, tu sais, puis je mets des belles chemises, des beaux pantalons pour faire serveur, tu sais, dans les bars ou je ne sais quoi. Je me suis dit, on verra bien, de toute façon, j'irai 6 mois. Et puis, à ce moment-là, je me rappelle que... Mais attends, Montréal, c'est quand même une plaque tournante de l'industrie du jeu vidéo mondial. Absolument. Et je me dis, écoute, peut-être qu'avec mon master en communication publicité, je peux éventuellement peut-être faire du marketing pour des jeux. C'est déjà moins, tu sais... c'était moins en collision avec mon éthique personnelle. Et j'arrive à Montréal et en fait, je me rends compte que les postes en marketing, en fait, ils m'intéressent pas non plus. Et je me dis, ce serait peut-être cool d'essayer de faire de la création. Parce que voilà, je sais pas, à l'époque, mes professeurs trouvaient toujours que j'étais créatif et puis que j'étais un peu original comme mec. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas, ça sera peut-être un point fort dans cette industrie. Et donc, j'ai postulé chez THQ Montréal, feu THQ Montréal, malheureusement, à l'époque, en tant que QA tester. Voilà, tout simplement. Ils cherchaient des QA testers, j'ai envoyé un CV. Et
Et en fait, le fait que j'ai un master, ils m'ont pris direct parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui commencent dans le QA qui n'ont aucun diplôme. Et donc, ils se sont dit, ah bon, bah lui, il a l'air d'être sérieux. Allez, on le fait rentrer. Et je suis rentré à THQ Montréal en 2011. Donc voilà, il y a 12 ans de ça, à quelques jours près d'ailleurs, hein, c'était début juillet. Wow. Et puis c'est comme ça que je suis parti. Donc j'ai pas étudié en jeu vidéo, c'était vraiment un switch de carrière, c'était une opportunité random avant de partir en Australie. Voilà. C'est fou. C'est vrai, c'est les destins, tu sais, c'est comme ça. Ben oui. Voilà, la vie c'est rarement comme on pense que ça va être. Et donc voilà, donc je suis rentré à THQ et depuis je suis dans l'industrie. Génial. Dans le fond, tu avais déjà cette fibre-là quand même entrepreneuriale, même à l'époque où tu étais dans le marketing. Tu as starté ta propre compagnie dans le fond à ce niveau-là, avant même d'être dans le jeu vidéo. Là. Fait que tu avais déjà comme ce feu-là en dedans. Est-ce que ça t'a toujours habité? C'est toujours dans tes projets d'être entrepreneur ou... Ouais, quand même pas mal. Je m'en souviens même quand j'étais aux études. J'ai toujours eu du mal à me voir comme un employé. Même si je sais, puis enfin, je pense, puis je sais parce que ça a été confirmé par les différentes reviews que j'ai eues à Ubisoft, que je suis un bon employé, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas de problème avec la hiérarchie ou avec les ordres, ou etc. C'est juste que moi, mon problème, c'est que, entre guillemets, utiliser mon cerveau pour rendre, pour faire de l'argent pour les autres, il y a un truc qui me dérange. Et puis, donc ça, c'est le premier volet, c'est-à-dire que tant qu'à faire, j'utilise mes capacités pour moi-même, tant qu'à faire. Et le deuxième volet, c'est, une fois que ça, je l'ai découvert une fois que j'étais dans l'industrie, c'est que j'aime moins travailler sur les jeux des autres. Alors c'est correct, je peux le faire aussi, hein, tu vois, il n'y a pas de problème, puis je me concentre, puis je donne ce que j'ai à faire, mais je préfère travailler sur mes propres jeux. La vie est courte, écoute, il faut en profiter. J'ai genre un OneNote avec, je sais pas, 50 idées de pitch de jeu, je sais pertinemment que je vais peut-être en faire 4 ou 5. Ouais, allez, 8 ou 9 maximum avant que la vie se termine. Et je trouve ça dommage, tu sais, d'avoir plein d'idées, puis de laisser ça, puis d'aller travailler sur les idées des autres. Donc oui, j'ai comme toujours eu cette fibre un petit peu entrepreneuriale de me dire, bon, bah si je fais quelque chose, ça va être pour moi, tu sais. Voilà. Mais ça m'a pas empêché de travailler, avant de lancer ma compagnie, de travailler à peu près, combien 5-6 ans dans l'industrie avant de lancer mon studio. Donc voilà, tu vois, je suis capable d'être un employé. Ben oui, c'est ça, le temps de faire tes armes, dans le fond, j'imagine. Tout à fait. Et puis ça, c'est l'erreur que j'ai faite quand j'ai créé ma première compagnie en communication, c'est que j'avais travaillé 1 an et demi dans la pub avant de lancer ma boîte. Et puis je me suis rendu compte par la suite que ça aurait été une meilleure idée de travailler un petit peu plus longtemps, de prendre plus d'expérience. Donc j'ai pas fait cette erreur-là dans le jeu vidéo. Je me suis dit, écoute, on va se faire un master en jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. Même de rien, quand même, l'expérience, ça... Voilà. Tout à fait. Puis, surtout à Ubisoft Montréal. Je veux dire, peut-être qu'on y touchera plus, à ce sujet-là tout à l'heure, mais Ubisoft Montréal, c'est une école extraordinaire. On est entouré de gens talentueux. Enfin, je veux dire, quand je suis arrivé à Ubisoft, moi, je savais pas où me mettre, quoi. Les gens étaient juste tous trop forts, quoi. Tous trop forts, vraiment. Et puis ils ont un programme de training interne avec voilà, des conférences, des cours, des ateliers, il y a tout ce que tu veux là. C'est pour grandir, pour apprendre, pour devenir l'excellence du jeu vidéo. Ubisoft Montréal, c'est incroyable. Puis ils font plein d'autres trucs cool. Peut-être qu'on y reviendra, mais vraiment, je les adore, Ubisoft. Si vous me regardez. Le petit clin d'œil. Ça, j'aime ça. Ils vont te faire un partage sur Twitter. C'est génial. OK, fait, dans le fond, c'est ça. Merci à Ubisoft de t'avoir permis de te développer comme ça. Là, à Ubisoft, t'es passé, dans le fond, t'as fait THQ en tant que QA tester. Puis après ça, tu fais le shift vers Ubisoft. Alors, ça a été un peu plus compliqué que ça parce que je suis arrivé à THQ. Et puis THQ, ils ont fait, à ce moment-là, ils avaient fait une petite erreur avec la Huge Row Tablet où ils ont beaucoup investi d'argent et ils ont vraiment pas fait de retour. Et ça a parachevé la chute de cette compagnie. Et donc moi, en fait, j'arrive sur un visa, un PVT, un permis vacances-travail que voilà, les Français font souvent pour venir au Québec. Et donc, c'est un visa qui dure 1 an, qui te permet de travailler. Moi, je rentre chez THQ et 2 semaines avant, j'étais en contrat à durée déterminée pendant 6 mois. Ah non, attends, oui, c'est ça. Et tous les feux étaient ouverts pour me renouveler. Tu vois ce que je veux dire? Genre, OK, Manu, ça va être un employé permanent, etc., etc. Sauf que 2 semaines avant mon renouvellement, ils apprennent par le QG qui était, je sais plus, quelque part aux États-Unis, que finalement, on va fermer THQ Montréal et qu'il va falloir se débarrasser de 80% des gens qui sont sur le floor. Et
malgré le fait qu'ils m'aimaient beaucoup et qu'ils ont voulu me garder, ils s'y sont pas arrivés. Ils ont dit, ok, Manu, regarde, attends encore une semaine, on va vraiment, normalement, toi, ça va être bon, ça va être correct, parce que, tu sais, je veux dire, tu fais partie des meilleurs de l'équipe, puis il nous reste un tout petit budget, donc on va te garder. Et en fait, une semaine avant la fin de mon contrat, ils me disent, ah bah non, finalement, on peut pas te garder. Okay. C'est ça. Et puis moi, j'étais en PVT, il me restait un peu moins de 6 mois sur mon PVT. Pour passer d'un PVT à un visa de travail normal, il faut quand même que tu rentres dans une compagnie, qu'ils apprennent à te connaître, etc. etc. Puis tu sais, quand tu as juste 5 mois devant toi, c'est super compliqué, quoi. Bah oui. Et donc, du jour au lendemain, alors THQ ont été très gentils, ils m'ont donné, je pense, 2 semaines de salaire supplémentaire pour le temps que je trouve un travail, etc. Et puis, pas de problème pour me référer le cas échéant. Mais là, j'étais une main devant, une main derrière. Ok, il faut que je trouve un nouvel emploi. Et j'ai trouvé un emploi en tant que French Localization Tester chez VMC à l'époque, qui maintenant est racheté par Keywords, je pense. Et VMC, alors là j'ai découvert le monde de l'outsourcing, parce qu'à THQ on était des QA testers, donc on n'était pas des dev testers, on n'était pas sur le floor de production, mais on était quand même plutôt bien traités, tu vois ce que je veux dire. Et puis j'arrive à VMC, alors c'est pas qu'on est maltraité, mais tu vois tout de suite la différence entre un vrai studio de dev entre guillemets et puis de l'outsourcing, parce que eux ils sont là pour faire les coûts les plus bas possibles. Et donc, on est assis sur des fauteuils un peu défoncés, tous les uns à côté des autres, un peu mode cage à poule, on se partage les manettes, tout est un peu sale. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est une autre ambiance, quoi. C'est vraiment une autre ambiance. Et pareil, au niveau du recrutement, vu qu'ils peuvent pas avoir les meilleurs candidats, parce que ces candidats sont pris par THQ, par Montréal, par tous ces gens-là, il y a vraiment des candidats qui sont quand même assez moyens, qui commencent là-bas. Et donc, en 2 semaines, après juste 6 mois de THQ, je suis passé senior testeur, et puis quasiment lead en 1 mois. Parce que juste moi, j'arrivais avec du gros training de THQ, j'étais sérieux, j'étais carré, etc. Et donc, ça allait. Puis mon niveau de français est quand même assez acceptable. Donc, c'était pratique pour faire de la localisation. J'ai travaillé sur des jeux intéressants. Mais à ce moment-là, j'ai travaillé 3 mois chez eux. Donc, j'en étais à genre 9 mois quasiment de mon visa. Il me resterait plus que 3 mois. Et j'étais là, bon, il me reste 3 mois de visa. Honnêtement, si c'est pour faire ça, je pense que je vais aller en Australie. Parce que chez VMC, c'était cool, mais j'avais pas la même vibe que quand j'étais chez THQ. Voilà, c'était vraiment du travail à la chaîne, c'était un peu l'usine. Et même si les gens étaient sympathiques, et j'ai toujours des contacts là-bas que j'adore, c'était pas l'industrie, c'était pas comme ça que j'avais envie de participer dans l'industrie, tu sais. Et donc, je commence un peu à désespérer. Je me dis, bon, écoute, je pense qu'on va y aller. Et là, coup du destin. Un ami à moi, Nicolas Desrochers, que je salue, salut Nico, bisous, qui a travaillé avec moi à THQ, lui s'est fait recruter par Ubisoft et il m'a référé. Il a dit, écoutez Manu, il est bon, allez le prendre. Et donc moi un jour, j'étais chez VMC, la vie est moche. Là, je reçois un coup de téléphone, bonjour, c'est Ubisoft Montréal. Et là, je fais quoi? Il dit, on nous a parlé de vous, ça vous intéresserait de venir travailler pour nous et tout. Mais c'est clair. Surtout qu'à l'époque, j'avais posé un CV en même temps que THQ, puis c'est THQ qui m'avait pris. Mais voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré à Ubisoft, c'est parce que j'ai été référé par un ami. Super intéressant. Je fais le reset de caméra rapidement. La petite musique pendant ce temps-là, la musique de salle d'attente. Je m'attendais pas à ça. Puis la musique, en plus, elle dure à peu près pile poil le temps qu'il faut. Non. On dirait que tu t'es entraîné. Hein? On dirait que tu t'es entraîné. On dirait que je suis un professionnel. Ah ouais, non, c'est vrai. On dirait presque. You're a natural. Oh là là. Cool. Donc là, THQ, VMC, puis là, appel d'Ubisoft Montréal dans un temps où l'Australie continuait de t'appeler incessamment. Complètement. Surtout qu'en plus, c'était à la fin de l'hiver, entre guillemets, c'est-à-dire au mois de juillet. Non, je rigole. C'était... je taille un petit peu, désolé. C'était au mois de... c'était pour mon anniversaire en plus. Je suis rentré à Ubisoft Montréal le 14 mai, une semaine avant mon anniversaire. Donc c'est ça, c'était début mai. C'était la fin de l'hiver. Alors le premier hiver, honnêtement... J'ai vraiment trippé, parce que
c'est un peu dépaysant quand même, c'est cool. À ta surprise ou Ouais, parce que j'appréhendais quand même. Tu sais, je suis à moitié des Caraïbes, puis j'ai pas mal vécu dans des endroits où il fait chaud la plupart du temps dans ma vie. Et donc, effectivement, les moins 20, les moins 30. Non, ça fait peur. Je savais pas trop comment j'allais survivre à ça. Mais en fait, non, j'ai pas mal trippé. Et puis, Okay, regarde, cool. au final, je suis resté 10 ans derrière, donc tu vois. Ben oui, non, c'est ça. Assurément, c'est pas super que ça. C'est ça. Ah ouais. Et oui, donc c'est ça. Effectivement, Ubisoft Montréal, à ce moment-là, je rentre en tant que dev tester. Donc, qui est un petit peu différent du QA tester. C'est-à-dire que là, tu es assis sur le floor de production avec les game designers, les programmeurs, les artistes, les sound designers, les producteurs, etc., les project managers. Et donc là, je suis vraiment excité parce que effectivement, ça y est, je rentre dans la partie créative. Ça y est. Ton input est pris en considération en vrai à partir de ce moment-là. Là. En tout cas, plus effectivement, plus respecté. Et puis surtout, ça me permet de voir comment les gens travaillent et d'en apprendre, par moi-même. Je veux dire, observer les game designers, regarder les documents, être vraiment dans le cœur du jeu, quoi. Donc ça, c'était quand même. Et puis, je veux dire, Ubisoft Montréal, plus gros studio de jeux vidéo du monde en matière de headcount, en matière de nombre de personnes qui y travaillent. Enfin, moi, j'étais comme un gamin. Surtout que j'avais vu, quand j'avais, je pense, je devais avoir 13 ou 14 ans, un documentaire sur Ubisoft Montréal, sur Canal J à l'époque, qui était une chaîne française. Et puis, je m'en souvenais encore, parce que j'étais là, putain, mais ça a l'air stylé de travailler là-bas, tu sais. Mais voilà, encore une fois, 14 ans, pour moi, c'était pas possible. C'était un truc inaccessible, quoi. Et donc, je rentre à Ubisoft, puis là, je me dis, putain, je suis dans le documentaire, c'est malade. Ouais, c'est ça. Les deux pieds en plein dans le documentaire. Bang. Incroyable. Je suis le documentaire. Non, c'était fou, c'était absolument fou. Et puis, on me propose plusieurs projets, on me dit, voilà, t'as ça. Et on me propose genre Assassin's Creed, tu sais, des gros trucs, quoi. Puis on me dit, puis t'as Mighty Quest for Epic Loot, qui est un petit projet free-to-play, machin, etc. Puis, je sais pas, je me dis, bah écoute, je prends ça. Voilà. Okay. Somehow, j'avais pas envie de bosser sur Assassin's Creed. Et donc, j'ai commencé à travailler en tant que dev QA sur The Mighty Quest for Epic Loot. J'ai travaillé en tant que dev QA sur ce projet pendant à peu près 2 ans et demi. Okay. Et au bout de 2 ans et demi, après, quand même, tu sais, avoir travaillé de façon acharnée, propre et professionnelle, et démontrer que j'avais quelques capacités. Après m'être mis en avant et avoir fait ce qu'il fallait au niveau relationnel pour être bien placé pour un poste de game design, eh ben, je l'ai eu. Et je suis devenu game designer sur Mighty Quest for Epic Loot, après 2 ans et demi de QA, de dev QA chez Ubisoft. Game designer sur Mighty Quest for Epic Loot, c'est là où effectivement j'ai appris énormément en matière de game design. J'avais déjà commencé à apprendre quand j'étais dev QA, mais là, être assis avec les... Voilà. Ouais, c'est sûr, ça fait toute la différence. C'est ça, j'ai eu des mentors, quoi. J'ai eu des mentors, donc je shout out à Mathieu Bégin, si tu m'écoutes. Voilà. Et puis, shout out à Chloé Veilleux aussi, si elle m'écoute, parce que ça a été mes mentors sur cette équipe qui m'ont vraiment pris par la main et puis montré ce que c'était que faire du game design pour un jeu AAA d'une grosse compagnie. Donc voilà, ça c'était vraiment une époque fantastique, et Ubisoft, voilà. S'il n'y avait pas Ubisoft, je ne serais pas là. Clairement. Ils m'ont tout appris, c'est vraiment, je leur suis extrêmement redevable et reconnaissant. Ah, c'est génial. Donc là, game designer encore sur Mighty Quest for Epic Loot pendant combien de temps? Pendant à peu près 2 ans et demi. OK. 2 ans et demi, un truc comme ça. Quand même un genre de 5 ans sur ce jeu-là uniquement. Ouais, en fait, peut-être plus 4, parce que j'ai fait 5 ans à Ubi, puis j'ai fait 1 an sur un autre projet. Donc on va dire 4. Okay. Donc ça doit être 2 plus. 2 ans de QA, puis 2 ans de design. Et puis en fait, Mighty Quest, c'était un petit peu le canard boiteux d'Ubisoft Montréal. Apparemment, je suis spécialisé dans les projets développement. On y reviendra plus tard. Mais ça forme la jeunesse. Assurément. Et c'était un peu le canard boiteux. On coûtait de l'argent, on n'en faisait pas beaucoup. C'était un jeu qui avait du mal à trouver son beat, son âme, sa source. Et donc, au bout de 2 ans où je suis game designer dessus, l'éditorial Ubisoft décide d'arrêter les frais et de fermer le projet. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que mon directeur créatif de l'époque, qui trouvait justement que je travaillais bien, que j'avais des bonnes idées, lui est parti sur un projet de recherche et développement en réalité virtuelle. Voilà, c'était donc en 2015. Et là, en gros, il me dit, Manu, ça te dirait de venir avec moi sur ce projet-là de R&D en VR? Puis il m'avait fait essayer la VR juste avant de me proposer ça sur Elite Dangerous avec un HOTAS. Tu sais là, les commandes, tout ça.
Motion sickness. Ah non, absolument pas. Même pas, ok. Non, mais une expérience, mon gars, tu sais, c'est genre Walt Disney, quoi. C'est genre Ouais, non, c'est des ça. trucs que t'as que dans les parcs, Ouais, tu vois. ouais. C'est malade, absolument malade. C'est genre, mais flabbergasté, quoi. Ouais. Et donc, après cette expérience et tout, il me propose, je dis, mais bien sûr, regarde, c'est fou, la VR, c'est absolument fou. Et donc, j'ai travaillé sur un projet qui était extrêmement cool. Dans tes premières expériences VR, dans le fond, ça s'est plus fait dans le studio de développement. Tu n'avais pas encore de casque nécessairement. C'est ça, c'était sur un DK1, le truc tout carré. Enfin bref, c'est ça que lui avait acheté pour son plaisir personnel, entre guillemets. Okay. C'est ça, puis qu'il avait ramené à Ubisoft. Bien sûr, ensuite, Ubisoft a eu des casques, mais là, ça, c'était le sien, quoi. Okay. Et fantastique expérience, et je m'en souviendrai toute ma vie, c'est clair. Vraiment, je me suis dit, wow, mais les possibilités de cette plateforme, de ce média, sont immenses. C'est un nouveau média. C'est pas des, c'est autre chose, quoi. Oui. Et donc, on commence sur ce projet de R&D. On a fait un truc super cool, qui n'est jamais sorti parce que c'était de la recherche, donc souvent ça sort pas. Mais on a vraiment fait un truc très cool où tu avais des super pouvoirs. Tu pouvais sauter, tu pouvais voler, tu pouvais te téléporter. Okay. C'était vraiment une très belle démo. Et puis, quand même, malgré tout ça, après 5 ans chez Ubisoft, justement, c'est ce truc-là qui fait que j'ai envie de travailler pour moi revient, tu vois. Okay. Je commence à me dire, ouais, mais là, tu vois, je suis encore en train de faire des trucs. Entre guillemets, je suis encore en train d'essayer de rendre riche Yves Guillemot. Pas de Yves, pas de problème, c'est mérité, il n'y a pas de problème, Yves. C'est pas ça le souci. Shout-out à Yves Guillemot. Exactement. On sait qu'il nous regarde. Dans sa piscine remplie de champagne. Non, je rigole. Mais non, puis en plus, il a l'air vraiment gentil et tout. Il a l'air absolument adorable. Et tout le meilleur à Ubisoft qui, je sais, passe une période difficile. Mais voilà, j'étais encore en train d'essayer de rendre riche quelqu'un d'autre avec mes idées, entre guillemets. Et ça commençait un petit peu à me frustrer. Et puis surtout, j'ai eu, encore une fois, je vais témoigner de mon amour pour Ubisoft, j'ai eu, pour moi, l'expérience d'employé ultime. C'est-à-dire que quand tu travailles chez Ubisoft, t'es tellement bien en tant qu'employé. Tu sais, t'as le gym, la clinique, les barbecues d'été, barbecues d'hiver, Fruit Friday, les viennoiseries le vendredi. Les avantages, là. Non, mais c'est n'importe quoi. Okay. C'est absolument malade. Et on est tellement bien traité. Et même là, j'étais pas heureux. Je me suis dit, écoute, si t'es pas heureux chez Ubisoft Montréal, où est-ce que tu vas être heureux en tant qu'employé ? Qui est-ce qui va mieux te traiter qu'Ubisoft Montréal ? Personne. Peut-être Google, peut-être, je sais pas, Facebook, tu sais, mais voilà, ça joue à pas grand-chose. On est tellement bien. Et donc, c'est là où je me suis dit, écoute, je pense que je serai jamais heureux si je suis un employé. Donc, il faut que je fasse mon propre truc. Et puis, on parle avec un ami, mon ami Félix Gauthier-Grandbois, que je salue encore, qui est un de mes meilleurs amis, avec qui j'ai aussi beaucoup appris en game design. On a gagné plusieurs game jams ensemble, et on fait une super équipe. Ah ouais, cool. Mais lui, il est toujours chez Ubisoft, par contre. Il passe à la maison, on se fait une petite soirée, machin, on discute, tout ça. Et je lui dis, voilà, que je pense que j'aimerais bien faire mon truc et tout ça. Et il me pose une question, genre, bénigne, quoi, genre banale, genre, mais c'est quoi, genre, ton jeu de rêve, tu vois ? Et j'y réfléchis 2 secondes et je me dis, si je devais faire un jeu, je pense que je ferais un jeu de management, de simulation de team de moto, d'équipe de moto de compétition. Tu vois, parce que grand fan de moto. On revient aux motos que tu mentionnais tantôt. Exactement, tu sais, je mixe un peu toutes mes passions, je regarde j'ai commencé la moto, j'avais 13 ans, puis j'ai fait pas mal n'importe quoi. Genre les sliders sur les genoux à 14 ans, sur les routes, genoux par terre sur les routes de campagne, etc. Là. Ah non, mais si mon père savait tout ça à l'époque, je pense qu'il aurait vendu la moto. Hein. J'étais connu à Antibes parce que justement, je roulais fort. Ah ouais. Et je regarde le MotoGP depuis 20 ans. J'ai jamais raté une course. D'ailleurs, il y a une course ce week-end. Et donc, je me suis dit, écoute, je vais mixer mes passions. Je vais faire un jeu, mais pas un jeu de course. Parce que justement, en fait, j'ai jamais joué à un jeu de management où je suis le team manager de l'équipe, puis j'embauche des pilotes, j'embauche des mécaniciens, on commande des pièces, tu vois ce que je veux dire, etc. Et donc je me dis, ça serait intéressant et tout, puis on en parle, on tripe un peu. Et il s'en va, et le lendemain, je me dis, c'est quoi, je vais quand même faire une recherche sur le marché, parce que autant ça existe déjà, et puis c'est cool, je peux y jouer, tu sais. Et en fait, il n'y en avait pas. Zéro, nada, nulle part, que dalle. Et donc je me dis, écoute, je pense que c'est l'occasion de faire le premier jeu au monde de management d'équipe de moto de compétition, tu vois. Et donc, je pars bille en tête, je me dis, ok, on va faire ça. Alors, bien sûr, je quitte pas Ubisoft tout de suite. Je commence à monter un peu le projet, machin, tout ça. Voilà, voir comment on va s'organiser pour faire ça.
Et puis, je le présente à Ubisoft parce que tu es obligé de le faire. Quand tu travailles pour eux, si tu as un projet on the side et que tu veux le commercialiser, il faut d'abord que ça passe par eux, ce qui est tout à fait normal. Parce que sans eux, de toute façon, j'aurais pas été là. Tu sais, moi, ça me faisait plaisir de leur présenter et limite, ça m'aurait fait plaisir qu'ils le prennent, mais je me doutais que ça n'allait pas vraiment être le cas parce que les jeux de management de sport, non, c'est pas pas vraiment dans leur ligne éditoriale, c'est ça. Donc, je le représente quand même parce qu'il fallait que je le fasse. Et puis, effectivement, sans surprise, ils disent « Ah, bah non, désolé, machin, etc. » C'est bon, t'es libre de faire ce que tu veux avec. Et là, j'ai décidé de prendre les 10 000 euros que j'avais de côté qui auraient été pour acheter un appartement. Puis je me suis dit, je vais investir dans moi-même au lieu d'investir dans l'immobilier, mettons. Et puis, je demande un peu d'argent à friends and family, love money, comme on dit. Ouais. Mes parents me donnent $7 000. Ah, quand même. Voilà, non, heureusement qu'ils étaient là. Donc, ça fait un total à peu près 17 000 pour pouvoir quitter Ubisoft et puis se payer pendant 6 mois, mettons, pour aller trouver un publisher, des investisseurs, etc. etc. Donc, voilà. Et là, l'aventure commence. Donc, je crée mon studio qui s'appelle à l'époque Pixel Racers. Yep. Tout à fait. Parce que je pensais faire que des jeux de course, etc. Puis, honnêtement, j'ai galéré à trouver un nom. Au bout d'un moment, je sais pas, j'ai mixé ces deux mots. Je suis là, ouais, c'est cool. Ok, vas-y, on y va. Au bout d'un moment, il faut. Ouais, non, mais c'est ça, il faut tirer la gâchette, ça donne rien de patauger dans le tergiverser ad vitam aeternam. Donc, je crée Pixel Racers. Je pars avec mon petit argent là, et puis je réussis à trouver par chance, mais bien plus tard, hein, ça a été la galère. J'étais vraiment à un moment au bord de devoir trouver un autre travail parce que j'avais plus de cash, etc. Mais je réussis tant bien que mal à trouver un investisseur. Michael Whitty, que je salue aussi, même s'il ne parle pas français, avec qui j'étais au téléphone encore hier, qui me suit du coup depuis 7 ans, qui me fait confiance et qui n'a pas toujours revu un de ses dollars. Donc voilà, mais ça arrive, Michael. Ça, je fais le maximum, je te promets que ça arrive. Et donc lui, il investit $25 000 dans ce projet-là. Puis j'ai un cousin aussi qui investit à peu près $25 000 aussi. Et puis j'achète des PC, je mets tout ça dans mon petit 3,5 à Montréal, je tire des câbles, je mets un serveur Perforce que je set up, un Jira, machin, enfin vraiment, tu sais, le studio indie bootstrap dans ton appart, il y a 2 progs qui bossaient dans ma cuisine, moi j'étais avec le sound designer dans mon salon. Là, t'es sûr qu'il fait chaud, même l'hiver il fait chaud dans l'appart, ça c'est sûr. Le pire c'est que c'était l'été. Alors je peux te dire, on bossait torse nu. Ouais, c'est sûr. On bossait torse nu. J'avais pas de climatisation, j'avais installé des ventilateurs. Enfin, sur la table de ma cuisine, mon gars. Mais franchement, good times. C'était la belle époque. On a donc commencé comme ça. Et puis après, on est passé nous, on est très vite passé en travail remote. Okay. On a travaillé genre 6 mois chez moi, quoi. Okay. Donc c'est ça. À partir de 2018. Début 2018, on était en remote. Et depuis, on fait que ça. Et donc, voilà. Et donc, je trouve un investisseur qui met le pied à l'étrier. Et puis, on travaille sur le jeu. Puis, ça se passe plutôt bien. Et puis, plus tard, je trouve un publisher. Et je trouve un publisher qui s'appelle Digital Tales, qui est un publisher italien, qui, à la base, en fait, n'était pas un publisher, qui était un studio de développement. Et on aurait été leur premier jeu publish. Donc, premier red flag. Mais ce qui m'intéressait chez eux, c'était surtout qu'ils avaient la licence du championnat du monde de Superbike, qui est quand même assez malade, qui est le 2e championnat du monde le plus connu de moto au monde. Et je me dis, écoute, avec cette licence, je pense qu'on s'assure un meilleur avenir. Et même si le publisher a 0 expérience, la licence devrait faire le travail. Bien sûr, l'histoire m'a prouvé autrement. La licence n'a pas fait le travail. Donc, alors, tu sais, on fait tous des erreurs dans la vie. Et je peux pas leur en vouloir parce qu'ils ont fait des erreurs de noob. Nous aussi, on a fait des erreurs de noob. On était tous les deux. Nous, c'était notre premier jeu. Eux, c'était leur premier jeu à publish. Ouais. Il y a eu des problèmes. Ils n'ont pas vraiment fait le marketing qu'ils auraient dû. Le QA qu'ils nous ont offert était horrible. Ils devaient nous donner du art. Puis le art, c'était le pire que j'avais vu de ma vie. C'est-à-dire qu'ils nous donnaient des maisons avec les murs qui n'étaient pas droits. Ils nous donnaient des motos où les roues n'étaient pas connectées au châssis. Enfin, une horreur. Vraiment une horreur. Vraiment, vraiment moche, mal fait, difficile à intégrer. Ça nous a fait perdre énormément de temps. Donc voilà, ça, c'était les erreurs de leur part. Niveau QA, niveau marketing. Puis le marketing, c'est le premier truc que tu veux qu'un publisher fasse. Donc c'est un peu dommage qu'ils se plantent là-dessus. Et puis nous, en tant que studio noob, on n'avait pas mis
de contre-mesures pour le piratage, parce que de toute façon sur Android, on se disait anyway, même si on met tout ce qu'on veut, au bout d'une semaine on va être piraté. Ouais. Autant ne pas perdre de temps là-dessus. Puis je suppose que ça n'a pas trop aidé. Et puis notre UI n'était pas fantastique. Ça allait, mais apparemment Apple nous a refusé le feature juste parce que notre UI n'était pas au niveau qui souhaitait. Et donc ça, et puis vu que leur QA n'était pas bon, qu'ils nous ont offert, ils n'ont pas trouvé un crash, 100% de repro, facile à trouver, machin, etc. sur iPhone 6S. Et donc quand on est sorti aussi sur Apple, pas mal de gens crashaient, puis ça a tanké nos notes, quoi. Et là, on pouvait pas y revenir. Et donc on sort le jeu en novembre 2018. Moi, j'avais quitté Montréal pour aller vivre dans les Laurentides, à Lac-Supérieur, un endroit que j'adore, qui est vraiment magnifique. Puis j'avais envie de vivre dans la forêt, là. Le jeu sort en novembre 2018. Et là, c'est le flop. Là, c'est le gros flop, parce que justement, pour les raisons que je viens de citer. Et donc, en fait, du jour au lendemain, je me retrouve avec plus la possibilité de payer pour mes collaborateurs et même de payer pour mon loyer, en fait. Vraiment, là, de novembre 2018, en fait, c'est ça, la première journée, je m'en souviendrai toujours, le jeu sort et on vend combien ? Genre, je pense que ce jour-là, on a fait genre $1000 ou un truc comme ça. OK. Donc c'est ça, on a dû vendre, je sais pas, 500 copies, un peu moins que ça, 250 copies, je pense. Et tu sais, tout se vend le premier jour, quoi. Donc quand je vois qu'on fait 1000 pièces le premier jour, alors qu'on a investi à peu pas loin de $100 000 dans ce projet-là, voilà. Là, je peux te dire que là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Et puis le pire, c'est ça, c'est que je peux plus garder mon équipe, quoi. Petit prog que j'aimais, mon directeur artistique qui est un vieil ami d'enfance, Johan Ballan, encore que je salue ici, qui est lui toujours avec moi. Par contre, alors il a pas fait Vetrix avec moi, mais maintenant il est avec moi sur Vetrix World, sur One Lonely Outpost, puis sur notre prochain projet. Mais c'est ça, je peux plus garder personne, je peux plus payer mon loyer, etc., etc. Et donc là, c'est rough. Là, c'est pas facile. Surtout que, tu sais, j'ai fait les erreurs de noob classiques. Je reviens à la discussion avec mon ami Félix Gauthier qui me dit c'est quoi ton jeu de rêve ? Ne fais jamais ton jeu de rêve comme premier jeu. Et ça, je le savais pas, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, je le sais et puis je conseille aux autres, bien sûr. Mais non, c'est ça, de ne pas le faire. Évidemment. Mais voilà, moi, j'ai fait mon jeu de rêve en premier jeu, etc. Puis ça s'est mal passé. Et sérieux, puis je suis positif comme mec, je suis pas du genre à déprimer, machin, mais pendant 2 mois, ça a été rough. Ouais, pendant 2 mois, ça a été rough. J'étais dans les Laurentides. Je pouvais pas non plus payer pour Hydro. Donc, je chauffais qu'une pièce dans ma maison. Et tout le reste, quand je sortais de ma chambre, en fait, il fallait que je mette les mitaines et le blouson. Parce qu'il faisait genre, tu sais, 2 degrés dans la maison, quoi. Les couverts gelaient dans mon évier de la cuisine. Et ça a duré pendant à peu près 2 mois. Alors, ma propriétaire, Marie-Claude, que je salue aussi, qui est devenue une amie, de temps en temps me donnait un peu à bouffer, donner quelques bûches pour que je puisse me chauffer, tu vois. Puis des voisins aussi me donnaient quelques bûches et des choses comme ça. Mais là, cet hiver-là, j'ai comme été un peu traumatisé. Je vais pas te mentir, parce que ça fait bizarre de devoir s'habiller comme pour aller dehors quand tu sors de ta chambre. Ouais. Tu vois. Ah ouais, c'est ça. Et donc pendant 2 mois, là, c'est vraiment rough. Je suis tout seul dans la forêt, il fait froid, machin, etc. Donc ma famille vole à mon secours et me dit ok, on te paye un billet, viens donc dans les Caraïbes, en Martinique, ma soeur vivait là-bas, tu sais, histoire de souffler un peu. J'y vais pendant 1 mois, puis je réfléchis à ce que je vais faire et je ne pouvais pas retourner à Ubisoft parce que je pense qu'ils m'auraient repris, il n'y a pas de problème, c'est juste que j'allais encore être malheureux, tu sais. Donc en gros, j'avais qu'une seule solution pour moi pour vivre correctement cette transition, c'était de garder mon studio ouvert, de pas baisser les bras. Mais j'avais des revenus. SBK Team Manager, c'était le nom du jeu, vendait pour à peu près $300 canadiens par mois, à peu près. Et donc, il fallait que je trouve un moyen pour vivre avec ça. J'avais un budget de $300-400, il fallait que ça rentre. La seule solution, là, tu peux pas avoir de logement, tu sais. Et puis en plus, t'es chef d'entreprise, donc t'as pas de chomage, t'as rien. Et donc, ma solution, ça a été de m'inscrire sur un site internet. Alors, il fallait être créatif, quoi. Il a vraiment fallu, tu sais, trouver un truc qui marche. Et le truc qui a marché, c'est que je me suis inscrit sur un site internet qui s'appelle HelpX, ou qui s'appelait HelpX, je pense qu'ils ont changé de nom, qui est un peu comme du woofing, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont besoin d'aide pour leur maison, et il y a des gens qui veulent offrir de l'aide, et en échange de l'aide que tu offres, ces gens-là t'offrent le logement, enfin un endroit où dormir, à manger, une douche chaude, tu vois ce que je veux dire. Et donc je me suis dit, je vais faire ça. Donc j'ai vendu et donné toutes les affaires que j'avais. Ce qui me restait, je l'ai mis dans mon Mazda 5. Je me suis acheté un matelas pliable et je suis parti vivre en nomade dans mon Mazda 5 à la recherche de gens qui avaient besoin d'aide. Et puis, je me suis dit, pendant ce temps-là,
ça va me perdre parce que je pouvais pas prendre un travail full time parce que je savais très bien que full time et faire un jeu vidéo c'était compliqué. Part time et faire un jeu vidéo ça allait manquer un peu d'argent. Donc je me suis dit je vais faire ça et les 2-3 heures que je fais par jour pour aider ces gens-là, ça m'en laisse 5 autres pour pouvoir faire un autre jeu quoi. Et donc voilà, je suis parti sur la route et puis ça a duré à peu près 2 ans cette période-là. J'ai rencontré des gens absolument fantastiques qui m'ont beaucoup aidé, qui sont toujours des amis. Et pendant ce temps-là, j'ai réussi, je la fais courte parce que voilà, il s'est passé tellement d'aventures. C'est quand t'es 2 ans sur la route avec ton char et puis tu dors dedans, puis tu sais, là c'était l'époque vraiment nomade quoi. C'est clair. Beaucoup d'aventures, mais malgré tout ça, j'ai trouvé le temps de faire un autre jeu vidéo qui est devenu Vectrix. Voilà. Okay. Et ça, c'est parce que à un moment, je sais plus si c'était exactement la guilde, mais enfin c'était Louis-Félix Cochon que je salue aussi. Qui était à l'époque président de la guilde et qui a son studio aussi, qui a décidé, parce que lui il vient du Lac-Saint-Jean, il vient de Roberval, et il a décidé de faire une opération là-bas parce que Roberval aurait bien aimé attirer des jeux vidéo dans leur ville. Et en fait, moi, à cette époque-là, il logeait les gens pendant 2 semaines dans un chalet. Et moi, je cherchais des logements à ce moment-là. J'étais là, c'est cool, au moins pendant 2 semaines, je suis tranquille, tu vois. Et donc, j'ai participé à l'opération. Je suis monté à Roberval avec ma voiture, là, avec mon van. Et puis, il y avait plus de place dans la maison, donc j'ai dormi dans mon van pareil. Mais voilà, je suis monté à Roberval et je te laisse faire ce que tu vas faire. Mauvais bouton. Oh yeah. De quoi? Donc on passe sur le dernier stretch de 20 minutes. C'est parti. Voilà. Ok. Donc c'est ça, donc on est à Roberval. On est à Roberval pour cette opération. Et à Roberval, il se passe 2 choses qui sont vraiment des pivots pour la suite de l'histoire. La première chose, c'est que je rencontre Philippe Nadeau. Voilà. Donc voilà, qui fait que maintenant je suis au DJ Hub. Philippe Nadeau, directeur du DJ Hub. Salut Philippe. Salut Philippe. Bisous Philippe, on t'aime. Et le deuxième truc, c'est que je rencontre les gens de Trébuchet, qui est donc un studio de jeux vidéo à Montréal, qui font de la réalité virtuelle. Et on parle un peu de réalité virtuelle. Donc là, on est en 2019, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on est en 2019 ? Je pense qu'on est en 2019. On est en 2019, été 2019. Et puis, ils me disent qu'en gros, le VR, ça commence à être rentable. Tu sais, si tu as une petite équipe, puis que tu fais un petit jeu rapide, etc., il y a moyen de faire du cash. Et là, je me dis, écoute, j'ai travaillé 1 an sur un projet de recherche et développement, j'ai les réflexes du VR. Et ça me donne un edge par rapport à beaucoup de développeurs en 2019, tu vois, qui ne connaissent pas encore vraiment les tenants et les aboutissants de cette plateforme-là. Et je me dis, peut-être que je suis capable de faire un jeu par moi-même en réalité virtuelle. Alors, bien sûr, comme tu le sais, j'ai pas fait d'école de jeux vidéo, j'ai fait du QA, j'ai fait du game design, j'ai pas fait de prog, j'ai pas fait de art, j'ai pas fait de musique, donc il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que je me débrouille pour faire un jeu par moi-même. Mais en même temps, j'ai pas le choix, j'ai pas d'argent, je peux payer personne, je fais le tour du Québec dans mon char, machin, etc. Donc il faut que je trouve, tu sais, il faut que je trouve les ressources pour le faire par moi-même. Et puis j'ai pas d'argent non plus pour me payer un casque de réalité virtuelle. Donc là, j'appelle ma mère et je lui dis, écoute maman, je pense que j'ai une idée, mais il me faut $500 canadiens pour acheter un casque. Ma mère qui me supporte depuis le premier jour, tout le temps, qui est incroyable, dit ok c'est bon, je vais te trouver ça, machin. Elle m'envoie de l'argent, j'achète ce casque, je trouve un endroit où passer l'hiver. Voilà, avec un loyer vraiment modéré. Puis je savais pas comment j'allais le payer, mais j'ai eu de la chance parce que je suis aussi inscrit sur une plateforme de mentoring. Et puis là, il y a un élève qui est arrivé et qui m'a pris des heures et des heures et des heures et des heures. C'était genre 4 heures par semaine, 5 heures par semaine. Donc ça me permettait en fait de me donner juste l'argent qu'il fallait pour payer le loyer, justement chez Sylvie Cocampo, que je salue. Et donc c'est là où je me suis dit, bon, il faut que je fasse un jeu VR. Il faut qu'il sorte rapidement. Parce que tu sais, la situation est compliquée, puis voilà, je déménage tout le temps, machin, etc. Il faut qu'il soit simple, parce qu'il faut qu'il soit dans mes capacités techniques. Et donc là, je réfléchis, je commence à penser à des concepts, machin, et puis au bout d'un moment, je me dis, attends, si je vais à la base du jeu vidéo, parce que c'est là où, entre guillemets, les jeux étaient encore simples à faire. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu, tu sais, Mario, Nana, whatever, tout ça. Puis là, je pense à Tetris. Je me dis, attends,
Tetris, ça a pas l'air d'être trop compliqué à faire. Est-ce qu'il y a un bon Tetris en VR? Puis je regarde, puis il y en a pas. Et là, je me dis, ok, je pense que ça, c'est mon shot. Parce que niveau prog, je vais peut-être y arriver. Niveau art, si je fais une direction artistique simple, ça va le faire. Niveau game design, bon, ça, c'est ma spécialité, donc je m'en fais pas trop. Et je me dis, ok, vas-y, on tente. Et donc, je commence à lancer Vetrix en octobre 2019. Je le fais à 4 endroits différents dans le Québec, parce que forcément, j'étais toujours en train de bouger, tu sais. Et quelque part, j'y arrive. Alors, je suis pas prog, donc moi, je ne programme pas, tu sais, genre en texte, quoi. J'ai pris, pour ceux qui connaissent, Playmaker pour Unity, et Vetrix est fait à 100% en Playmaker. Ah ouais. Il y a de la trigonométrie, tu sais, il y a des trucs de fou là-dedans. Oui, tu vois ce que je veux dire? Pour la shape, tu la tournes, tu la places, c'est du VR et tout, etc. Et j'ai tout réussi à faire en Playmaker. Donc j'étais quand même très fier de moi, parce que je pense que j'étais pas sûr que je pouvais y arriver, tu sais. Et donc je fais tout ça en Playmaker. Le art, finalement, au bout d'un moment, je dis attends, tant qu'à faire, tu sais, un throwback au passé, autant faire une direction artistique Game Boy avec 4 couleurs. C'est dans mes cordes, j'ai pas besoin de faire du lighting compliqué, machin, etc. Ça ramène à Link to the Past. Ça ramène effectivement à Link's Awakening. Ce jeu-là, Vetrix, ce jeu Vetrix est tellement cher à mon cœur, parce que c'est lui qui m'a sorti du caca, entre guillemets, et que effectivement, ça a été vraiment le projet qu'il fallait faire au bon moment. Dans mes capacités, bien pour le marché, bien pour tout. Donc, voilà. Et donc, je me donne 4 mois pour faire Vetrix. Okay. Je le fais en 4 mois. Wow. Paf! Respecté, machin, etc. Il est prêt. Et dis-toi qu'il est prêt, pour la belle histoire, il est prêt juste un peu avant l'anniversaire de ma mère. Je poke Oculus, je dis voilà, je sors ce jeu-là, machin, ok, c'est cool, vous voulez sortir quand? Je leur dis, bah écoutez, est-ce que c'est possible de sortir pour le 18 février, c'est l'anniversaire de ma mère? Ils disent, ouais, pas de souci, on te fait ça, machin. Cool. Bon anniversaire à ta maman. Wow. Malade. Et donc, je sors Vetrix sur plateforme VR, le jour de l'anniversaire de ma maman, c'est elle qui m'a payé le casque. Bah oui, c'est ça, c'est parfait. Ça Vetrix, c'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire extraordinaire. Et puis, en fait, tu sais, j'avais 0 budget pour faire du marketing. J'étais encore... je savais pas encore vraiment comment faire une rampe de lancement pour mon jeu, etc. Donc je le shadow drop, quoi. Je le jette comme ça sur le store. Et puis le premier jour, je vends un truc genre... Je le vendais combien? Je le vendais 7 pièces. Et je vends un truc genre 7 copies. Et là, mec, mais je capote. Je suis aux anges. Parce que pour moi, 7 copies, là, c'est quasiment la moitié de mon loyer du mois. C'est vrai? Ça, tes standards de day-to-day, ben oui. C'est ça. Tu sais, il fallait que je trouve 400 pièces par mois. Puis 7 copies, ça fait genre 16, 150, 200 pièces. Ah, c'est ça, ben oui. J'étais là, yo, si je vends la même chose demain, mon loyer, il est fait. Malade. Alors que je veux dire, n'importe qui aurait vendu, tu sais, c'est genre ce nombre de copies, ils auraient fait fuck. Non, c'est ça. Mais pour moi, c'était genre wow, la richesse. Genre je vais aller m'acheter une bière, tu vois ce que je veux dire? Même si je bois pas de bière. Non, mais oui, c'est ça. Genre ouais, j'ai plein d'argent, tu sais. Ben oui, c'est clair. Ah, c'est fou. C'est tellement cool en vrai. Puis voyons. Ah, j'ai perdu mon idée, excuse-moi. J'avais une idée en tête pendant que tu parlais de ça, parce que c'est ça, tu sais, tu l'as fait dans que 4 mois, en fait. C'est ça. Ça, je l'ai fait en 4 mois. J'aurais pu le faire en moins en plus. Hein. Mais à un moment, dans ces 4 mois, j'ai pris un mois off pour faire un autre truc dont on parlera peut-être une prochaine fois, qui est un site web qui s'appelle Video Game Bounties pour les speedrunners. Okay. Parce qu'au bout d'un moment, j'avais besoin d'une petite pause quand même, parce que je travaillais beaucoup. Hein. Ben, j'imagine. Voilà. Et donc, en fait, j'aurais pu le faire en 3. Mais voilà, je en 4. Puis je m'étais donné 4. Je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, je vois que je suis en avance, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Je vais faire un autre truc, je vais chiller un peu, m'aérer l'esprit, puis je reviens pour le dernier rush, tu sais. Et donc voilà, donc je l'ai fait en 4 mois, c'est ça. Il a vraiment pas beaucoup vendu sur les stores, mais le fait que ça reste un bon jeu, parce que j'ai comme entre guillemets un peu réinventé le Tetris au niveau de la réalité virtuelle, parce que c'est ça, il y a une deuxième colonne de profondeur, et donc les pièces, tu peux les prendre dans tes mains, tu les places comme tu veux, c'est ça, à plat ventre, sur la tranche, alors que Vetrix, c'est très c'est très élégant en vrai comme innovation. Merci bien, l'élégance, c'est vraiment quelque chose qui me drive dans les jeux, dans ma création. Il faut que ce soit simple, élégant, accessible, ça c'est une marque de fabrique chez moi. Et donc je suis content que parler éventuellement d'élégance en vrai. C'est quelque chose quand même qui est intéressant. Est-ce que c'est un sujet que tu pourrais discuter peut-être un petit peu? Qu'est-ce que l'élégance? Oh là là, mais là... C'est quand même... C'est quasiment philosophique comme... C'est ça. C'est ça, mais qu'est-ce que l'élégance? Je sais pas si je pourrais répondre correctement à cette question, mais pour moi, en fait, c'est juste que c'est quand les choses font du sens. Tu vois ce que je veux dire? Sans fioriture, quoi. C'est genre,
c'est comme un beau trait de crayon sur un dessin. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui fait du sens naturellement, sans avoir à rajouter de la fluff, sans faire des chichis, sans voilà. Et donc effectivement, Vectrix, c'est ça, c'est élégant parce que c'est juste ok, on prend le Tetris normal, mais sauf que on peut travailler dans la troisième dimension. Simple, efficace, beau trait de crayon, c'est réglé. C'est ça. Et pour moi, c'est un ratio de complexité versus profondeur. Tu sais, la prémisse est simple, mais la profondeur que ça rajoute à l'expérience de Tetris, c'est abyssal. Genre, tout à fait. C'est un super de beau ratio, puis c'est une solution c'est ça qui est vraiment excellente en vrai, à l'idée de comment est-ce qu'on porte Tetris en VR, puis c'est pas juste de placer la pièce, mais c'est en plus de ça, on rajoute une dimension, tu prends avantage de toute la motricité liée au VR, puis c'est ça, en vrai, tu réinventes Tetris d'une manière qui est vraiment excellente. Et puisque ça, l'autre side effect que ça a, c'est que vu que t'as pas les pièces qui tombent du haut, tu les places où tu veux. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des blocs spéciaux qui apparaissent en haut du puzzle, qui sont timés. Et donc si tu veux les prendre, il faut que tu joues à l'envers. Ah ouais. Et donc là, voilà, ton cerveau, ça te fait un exercice complètement différent dans ton cerveau, parce que attends, avec ça, je la mets là, je la mets comme ça. Tu sais, donc voilà, c'est effectivement, je suis assez fier de ce design-là. Parce que bon, j'en ai fait des designs de merde aussi, hein, mais celui-là, il est pas mal. Mais oui, celui-là, c'est vraiment bon. C'est vraiment cool pour vrai. Et puis, en fait, l'avantage de ce jeu-là, voilà, c'est que en plus de ça, la direction artistique assez unique a fait que j'ai été plus repéré par des professionnels, plus que par le grand public, parce que c'est quand même assez clivant comme direction artistique. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent, et puis voilà. Mais les professionnels ont dit, hey, ce mec-là, il a l'air de faire des trucs originaux, intéressants, il a l'air d'avoir du talent. Et donc, j'ai eu pas mal de business deals, en fait. Et c'est comme ça que donc Vectrix, au total, m'a coûté 500 pièces. Parce que c'était le prix du casque que ma mère m'a envoyé, que je lui ai remboursé entre-temps. Wow. Et j'ai fait à peu près 25 000 $ avec. Ah ben quand même. Et 25 000 $ pour un mec qui vit dans son char. C'est vraiment bon. Ah, ça fait plaisir, je vais pas te mentir. C'est clair que oui. Franchement. Donc voilà, et donc en fait, long story short, pour faire une histoire courte, ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier, d'avoir plus de présence dans l'industrie, et donc de commencer à décrocher des contrats qui étaient plus intéressants. Et de fil en aiguille, j'ai fini chez Freedom Games, que je remercie aussi parce que c'est vraiment des gens très bien, qui font du bon travail, qui ont un bon esprit. En tant que producer, game director, mais enfin, producer chez eux, vu que c'est un publisher, c'est vraiment, moi j'avais, comme mon travail en gros, le titre était producer, mais c'était pas vraiment ça. Mon travail en gros, c'était, avec l'expérience que j'avais emmagasinée, d'aller parler à leurs petits indies qui signent pour voir ce qu'ils pouvaient faire de mieux dans leur jeu, comment ça se passait psychologiquement, est-ce que ça allait bien, etc. T'sais, être un peu le support conseiller, le grand frère des petits indies, parce qu'il y a beaucoup de jeux qu'ils ont signés où c'est des gens qui sortent de l'école. Et donc avoir quelqu'un comme moi qui a l'expérience. C'est ça, qui a l'expérience, qui les prend, à qui on rigole, etc. Donc ça apporte vraiment une belle plus-value à Freedom, et ils continuent à faire ce programme, même si je n'y suis plus, parce que du coup je fais autre chose maintenant. Mais vraiment, ça c'est une bonne chose, et puis je les remercie pour ça, parce que c'est bien ce qu'ils font dans l'industrie. Et puis en fait, Freedom avait ce projet qui s'appelait One Lonely Outpost, qui était vraiment en difficulté, vraiment development hell. Ça fait 2 ans, ils avancent plus, ils galèrent, etc. Alors, moi, je travaillais pour Freedom en tant que consultant 15 heures semaine. Et enfin, dans ma vie, je faisais suffisamment d'argent pour être confortable. Mais au lieu de me mettre confortable, parce que je suis stupide, j'ai décidé de prendre les 2 tiers de mon salaire et d'embaucher des programmeurs pour faire la suite de Vectrix. Wow. Voilà, donc j'ai continué à me payer au lance-pierre, mais écoute, des fois, tu sais, c'est comme le casino là. Je continue de mettre de l'argent dans la machine jusqu'à ce qu'un jour ce soit le jackpot. J'espère que ça va tomber un jour, parce que sinon j'aurais déjà pu acheter une maison là. Mais non, tu vois, je prends ce genre de décision. On prend des risques, hein, écoute, au point où on en est. Et donc je commence à travailler sur Vectrix avec mes nouveaux progs, Félix et Phil, que je salue aussi, que j'adore. On s'éclate ensemble, on fait que rigoler toute la journée. Et donc je commence à travailler sur Vectrix Worlds, qui sortira wishlisté, ça sort ce mois-ci normalement. Je commence à travailler sur Vectrix Worlds, et puis là Freedom en gros me propose de devenir game director sur One Lonely Outpost. Et là je me dis, ok, est-ce que je suis capable de faire 2 jeux en même temps en tant que game director et producer? Et je me dis, bah ouais, ok, vas-y, allez, on tente. Et donc je commence à travailler sur One Lonely Outpost, et puis j'arrive sur ce projet, et c'est l'enfer du développeur. L'enfer, le pire projet que j'ai vu de ma vie. Et tu sais, je le dis genre vraiment avec la gravité qui va avec, c'est-à-dire que ces gens-là n'auraient jamais sorti ce jeu. Ils étaient brûlés, ils avaient pris des solutions graphiques et design, etc., où ils ne savaient pas où ils allaient. Et moi, j'arrive sur ce jeu qui a quasiment 2 ans de dev dans les pattes, quasiment 3 ans même en fait.
Et il n'y a pas de flow, il n'y a pas vraiment d'histoire. Le design, c'est un peu dans tous les sens. Ils n'ont pas fermé leur loop de farming, ils n'ont pas fermé leur loop de mining. Les 3C sont pas corrects. La caméra est pas bonne, les contrôles sont pas bons. Et il y a déjà plus d'1,5 million de dollars US qui a été investi dans ce projet. Et donc en gros, Freedom m'envoie, comme je le dis souvent, Freedom met l'itreuil sur le Titanic et me dit ok, ce bateau-là, il faut qu'il arrive au port. Alors qu'il y a de l'eau partout, tout le monde est dans la cale, il y en a qui sont déjà dans les bateaux de sauvetage. Non, remontez à bord, on va le faire. C'est ça, on va y arriver, les boys. Et donc, en gros, pendant les 14 derniers mois, j'ai fait ces 2 jeux-là en parallèle, ce qui était assez difficile, je vais pas te le mentir. Mais écoute, je pense qu'on s'en est sorti parce que justement sur One Lonely Outpost, là, on a fait l'annonce de la release date il y a 3 jours. On a commencé à lancer les clés pour le jeu, pour les démos, machin. On commence à avoir les premières previews. Très bon retour jusqu'à présent, je suis très satisfait. Vetrix World, c'est une suite. On n'a pas encore fait ni de playtest, ni de review, etc. Mais je sais que le jeu est fun parce que c'est juste la suite de l'autre en mieux. On a rajouté une campagne, on a rajouté du multiplayer. Voilà, on a rajouté plein de trucs super cool. Un mode coop qui est absolument génial où on joue à 2 sur le même puzzle. Et donc il faut communiquer avec l'autre, etc. À droite, non, ici, allez, on chope ça, vas-y, mets la ligne. Mais ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment bon. Donc je suis aussi confiant que Vetrix World, ça va être un bon jeu. Et donc ce mois-ci est effectivement un mois exceptionnel dans ma vie parce que je vais gold et sortir 2 jeux probables. Si c'est pas le même jour, ça va être dans la même semaine. Et voilà, ça, je pense que ça va arriver qu'une. J'espère que ça va arriver qu'une fois. C'est quand même je fais plus de jeux à la fois. Non, j'espère. Et donc voilà. Et donc maintenant, on en est là. Voilà, après 12 ans, après toutes ces galères, je vais sortir 2 jeux. Et puis le prochain jeu sur lequel je commence à travailler, dont je ne pourrai pas parler malheureusement. Je pense que ça risque en tout cas d'être enfin le premier jeu de Vagabond qui éventuellement est un succès. Alors on verra, hein, parce qu'on ne sait jamais. Mais pour l'instant, au niveau du pitch, tout le monde est plutôt hype, que ce soit dans l'équipe, que ce soit au niveau de Freedom Games, parce que je pense que c'est avec eux que je vais signer, vu que c'est la famille maintenant. Et puis même à ceux que j'ai présentés à l'extérieur, je trouve vraiment que ça va être un jeu le fun. Donc après, maintenant, il n'y a plus qu'à le réaliser. Il peut se passer 15 000 trucs d'ici là. Faire un jeu, c'est répondre à 850 493 questions. Donc on verra si on répond bien à toutes ces questions-là. Mais voilà, pour l'instant, l'avenir semble plus prometteur qu'il ne l'était en 2019. Ça, c'est sûr. C'est génial. C'est vraiment génial. Félicitations pour tout ce progrès-là puis d'en être arrivé jusqu'ici. Merci bien. On espère que le D-Job te traite bien puis que tu es heureux puis que tu sens que tu peux grandir ici en tant qu'entreprise. Jusqu'à présent, c'est fantastique. C'est merveilleux. On adore ça. Emmanuel Fleuret, merci énormément d'avoir été avec nous. Merci pour ce story time, ce story mode qu'on a fait avec toi aujourd'hui. Merci, j'espère que je me suis un peu étalé. C'était excellent. C'est super intéressant. Je pense que tout le monde va être super enthousiaste à l'idée d'écouter cette histoire-là qui est quand même rocambolesque puis rempli de retournements, fait que c'est super intéressant. Puis écoute, au plaisir de t'avoir une autre fois où est-ce que là on pourra discuter plus en profondeur de sujets chauds de l'industrie, l'AI, parler de VR, d'AR, ces trucs-là. C'est ça, au lieu de parler juste de moi là, parce que bon... Hein, mais non, mais ça prend le mode histoire avant. Là, ça prend l'introduction, mais j'avoue que c'est vrai qu'on pourra toucher à des sujets un peu plus intéressants que ça. C'était vraiment intéressant, Merci, ça fait plaisir. Merci à toi. À bientôt. Salut. Bye.